Bonjour à tous, voici une courte vidéo pour vous expliquer le fonctionnement et les différentes utilités de la diode. Voyez ici au-dessus la représentation d'une diode dans un circuit électrique, et en dessous, à quoi ressemble une diode dans la réalité. Qu'est-ce qu'une diode? Une diode est utilisée dans les circuits électriques, car elle permet au courant de ne circuler que dans une seule direction dans ceux-ci. Pour comprendre le fonctionnement d'une diode, nous pouvons faire la comparaison avec une valvule veineuse de notre corps, et dans ce cas-là, le courant électrique sera comparé au sang. Lorsque le sang circule dans nos veines, ici à gauche, il pousse les cuspides des valvules contre la paroi des vaisseaux et continue à circuler. Mais il se peut qu'en diastole ventriculaire, ici à droite, le sang veineux reflue et voit sa circulation s'inverser. Dans ce cas, il poussera les cuspides dans l'autre sens et la valvule se fermera. Par conséquent, ces valvules ne permettent au sang qu'à circuler dans un seul sens. C'est le même principe pour la diode. Comment fonctionne-t-elle? Voici le plan que nous allons utiliser pour expliquer le fonctionnement de la diode. Tout d'abord, deux rappels. Premier rappel. Dans un circuit électrique, le courant électrique est un courant d'électrons de la borne négative vers la borne positive. Cependant, par convention, le sens du courant est défini par le sens de déplacement des charges positives qui vont de la borne positive vers la borne négative. Bien sûr, les charges positives ne se déplacent pas elles-mêmes, mais un mouvement de charge négative dans un sens est considéré comme équivalent à un mouvement de charge positive dans un sens opposé. Deuxième rappel, un matériau isolant est un matériau qui ne laisse pas circuler les électrons et par conséquent le courant électrique. Inversement, un matériau conducteur est un matériau qui laisse circuler les électrons et donc un courant. Un matériau semi-conducteur est un matériau qui agit comme un isolant en conditions normales. Mais si nous lui fournissons assez d'énergie, il peut alors voir ses propriétés électriques modifiées et devenir un conducteur. C'est le cas du silicium. Le silicium pur n'a presque pas d'électrons libres et n'est donc pas très conducteur. Pour créer une diode, nous allons devoir doper certaines quantités de silicium. Doper consistera à ajouter une petite quantité d'autres matériaux pour modifier les propriétés électriques du bloc de silicium. Ici dans l'exemple, à gauche du phosphore et à droite c'est du bore qui est utilisé. Nous allons utiliser deux types de dopage. Notre premier dopage est un dopage de type N, avec lequel nous allons créer un excès d'électrons dans notre bloc de silicium et donc le charger négativement. Le second est un dopage de type P, qui consistera à créer un défaut d'électrons et donc un bloc chargé positivement. Une diode sera constituée de deux blocs de silicium accolés, un dopé P du côté de l'anode, ainsi qu'un dopé N du côté de la cathode, et bien sûr d'une couche d'isolant entourant le tout, qui n'a pas d'importance autre que d'isoler et protéger les composants de notre diode de l'extérieur. Voici deux schémas qui vous aideront à comprendre ce que nous allons expliquer. En mettant nos deux blocs en contact, on obtiendra une jonction PN. À cette jonction, on observera une légère recombinaison qui créera ce qu'on appelle une zone de déplétion ou de recombinaison. Dans cette région, une partie des électrons en excès du côté N va se déplacer vers le côté P, car celui-ci est chargé positivement. On peut se représenter les charges positives comme des trous, holes en anglais, que les électrons viennent remplir et par lesquels ils sont attirés. Cette courte migration d'électrons entraînera l'apparition d'une zone légèrement positive là d'où ils viennent et d'une zone légèrement négative là où ils compléteront les trous. Ces deux zones de charges différentes induiront l'apparition d'un léger champ électrique qui empêchera les électrons de migrer en plus grand nombre vers le bloc d'OPP. Cette région, qui nous le rappelons s'appelle zone de déplétion ou de recombinaison, crée une légère différence de potentiel dont nous verrons les conséquences plus tard, notamment dans la polarisation directe. Connectons maintenant la diode à un circuit électrique contenant un générateur de courant et observons. Lorsque nous connectons le positif à la cathode, qui est le côté du bloc de silicium dopé N, et le négatif à l'anode, qui est le côté de PP, les électrons seront tirés vers le positif et les trous seront attirés vers le négatif. On observera dès lors une augmentation de la taille de la zone de déplétion. Et le courant ne pourra pas passer, car le saut à faire pour franchir cette barrière isolante sera devenu trop important, car cette barrière, la taille de la barrière aura augmenté. Ce phénomène se produit lors d'une polarisation inverse de la diode. Que signifie polarisation directe? Eh bien, comme nous pouvons le voir sur cette image de gauche, ici à droite, nous avons un compartiment N, dont les électrons sont représentés par des points verts, et à gauche, un compartiment P, dont les trous sont représentés par des points noirs. Comme les électrons ont des charges négatives, nous considérons que les trous sont des charges positives. Initialement, tous les électrons étaient à droite et tous les trous étaient à gauche. Cependant, les électrons se sont recombinés dans les trous du compartiment P
Nous avons donc observé un déplacement de ces électrons vers la gauche ainsi qu'un déplacement des trous vers la droite. Ce déplacement a entraîné la formation d'une zone très légèrement négative ici au niveau des électrons et une zone très légèrement positive au niveau des trous, ce qui crée un champ électrique qui empêche les électrons de se recombiner en plus grand nombre. Nous avons ici une différence de potentiel d'environ 0,7 volts qu'il nous faudra vaincre pour permettre aux électrons de poursuivre leur trajet vers la gauche. Et c'est précisément le rôle joué par la pile. En effet, en branchant l'extrémité plus à l'anode et l'extrémité moins à la cathode, nous permettons aux électrons d'être attirés vers la gauche, ainsi qu'aux trous d'être attirés vers la droite, et donc nous vainquons cette différence de potentiel et le courant peut circuler comme nous le voyons sur l'image de droite où les électrons se dirigent vers la gauche, vers l'anode, et les trous vers la droite, à la cathode. Quelles sont les utilisations pratiques d'une diode? Comme mentionné, nous utilisons les diodes afin de contrôler la direction du flux d'un courant dans un circuit. Ce qui peut servir à protéger notre circuit si notre source d'énergie est connectée à l'envers. La diode peut bloquer le courant à mener en sens inverse que prévu et protéger le circuit. Comme sur cet exemple, en courant continu prévu, le chemin suivra celui du moteur car il sera bloqué à celui de la diode. En sens inverse, le courant passera par la diode et évitera d'endommager le moteur. Elles peuvent aussi, notamment, servir à convertir un courant alternatif en courant continu. Le courant alternatif alterne le sens du courant en le déplaçant d'une direction à l'autre et en créant ainsi une courbe sinusoïdale variant entre négatif et positif, chose que l'on peut voir représentée sur un graphique liant le courant au temps, ici, à gauche. Le courant continu déplace les électrons dans une direction unique, donnant une ligne droite positive sur ce même graphique, ici, à droite. Si nous connectons une alimentation alternative au côté primaire d'un transformateur et que l'on connecte le côté secondaire à un circuit contenant une diode comme dans ce schéma, la diode ne laissera passer que la moitié du courant, positif, et bloquera le courant venant en sens inverse, négatif. La partie secondaire ne recevant que la moitié positive du courant alternatif, le moteur ne s'activera qu'en la moitié positive de la sinusoïde initiale. Nous appelons cela un redresseur demi-onde, la moitié des ondes ont été traduites. Nous pouvons doubler cette traduction en connectant 4 diodes au site secondaire comme montré sur le schéma par exemple. Les diodes contrôlent alors quel chemin le courant alternatif peut suivre, en le bloquant ou en lui permettant de passer. Ici permettant au courant positif et négatif de passer, le courant négatif étant converti, inversé, en courant positif. Voici ce que l'on appelle un redresseur pleine onde. Chaque alternance positive et négative sont traduites dans la partie secondaire sous forme positive. En ajoutant un condensateur dans la partie secondaire, nous pouvons polir ces ondulations, ce qui mimique alors de près le courant continu. Les premières utilisations de la diode firent l'utilisation de cette technique pour redresser les ondes radio. Elle était utilisée pour redresser le signal radiofréquence MA, ou AM en anglais. Ne laissant que les pics positifs de l'onde radio, l'audio est ensuite extrait à l'aide d'un filtre et introduit dans un amplificateur audio ou un transducteur qui génère des ondes sonores. Une autre utilisation de la diode peut être son emploi dans un transistor dont le rôle est d'amplifier un courant et dont nous allons expliquer très brièvement le fonctionnement. Comme nous l'avons vu, un courant peut être généré dans une diode, représentée ici, dont le compartiment N sera appelé émetteur et dont le compartiment P sera appelé la base. Le but sera de détourner un maximum des charges du courant de ce circuit-ci vers ce circuit-là. Pour ce faire, nous allons jouer sur plusieurs aspects. Tout d'abord, nous voulons qu'un minimum de charge de l'émetteur circule dans ce circuit-ci que nous pouvons appeler le circuit de la diode. Pour arriver à cela, nous pouvons jouer sur deux choses. Tout d'abord, le dopage. En effet, nous allons doper très fortement l'émetteur et très faiblement la base, ce qui créera un déficit en trous par rapport au nombre de charges négatives disponibles, et donc un très petit nombre d'entre elles pourront se recombiner et poursuivre leur trajet dans ce circuit-ci. Ensuite, comme nous voulons attirer les charges vers ce circuit-là, que nous pouvons appeler le circuit du collecteur, il va falloir jouer sur la largeur de la base. En effet, plus la largeur de cette base sera faible, plus celle-ci sera facile à traverser pour les électrons. Après avoir détourné un maximum d'électrons vers cette partie-ci, il va falloir les attirer. C'est pourquoi nous plaçons un collecteur qui, sans rentrer dans les détails, permettra via son dopage N d'attirer les charges qui auront été détournées en premier lieu pour les attirer vers ce circuit-ci.